voulais, disons, savoir s'il y avait un certain nombre de questions qui ont pu être posées. Bon, j'en ai quelques-unes, enfin une en tout cas qui est adressée directement à Hervé Brédif. Donc pas de questions d'après ce que l'on me dit. Donc je mentionne la question pour Hervé, qui était une question de clarification, mais qui permet à mon avis de déboucher sur peut-être une interrogation plus fondamentale. Une question de Théo Bousquet. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par l'écueil vérité scientifique, volonté politique? Et est-ce une critique d'une analyse que vous jugez seulement psychologique, basée sur les biais cognitifs? Cette lecture dichotomique science-politique, c'est celle qui nous est proposée très régulièrement par rapport à l'inefficacité, à l'inaction collective qui entoure notamment les conférences des partis, les négociations internationales, et qui consiste à dire, si vous regardez les tribunes qui sont publiées régulièrement dans Le Monde au sujet du changement climatique, au sujet de la biodiversité, des tribunes qui réunissent les signatures d'un grand nombre de chercheurs notamment, on nous dit que la vérité est connue, que les mesures qui s'imposent sont connues. En revanche, la décision politique ne suit pas. Donc, c'est évidemment très simpliste, en suivant notamment les travaux d'Isabelle Stengers, mais pas seulement. La science, il ne lui appartient pas de dire ce qu'il faut faire, il lui appartient de dire ce qui est. Donc, il n'y a pas de raison pour que la science nous dise quelles sont les mesures qui s'imposent. Et puis surtout, ça assoit tout le débat uniquement sur une question de vérité. On peut comprendre que le débat soit assis sur cette question de vérité en raison du climato-scepticisme qui a été combattu, qui a dû être combattu au niveau du climat. Mais la vraie difficulté, si nous sommes effectivement sur des questions de stratégie, comme le laissent entendre tous ces processus internationaux, mais même la gestion du Covid qui nous parle de stratégie, si on suit Crozier, si on suit François Julien, la stratégie, ce n'est pas la planification. Si on est dans un univers adverse, où les choses ne sont pas simples, où les humains ne se conforment pas à ce qu'on aimerait qu'ils fassent, eh bien, c'est un vrai problème d'action. Donc, l'enjeu, ce n'est pas tellement la vérité, on a besoin de clarifier les choses le plus possible, mais le vrai passage à la décision, à la stratégie, suppose de se préoccuper d'action. Donc, pour finir, je dirais que Descola nous a appris à raisonner par-delà nature et culture, il faut raisonner par-delà science et politique. Alors j'ai aussi une demande d'Alain Carcenti qui souhaiterait prendre la parole. Non, c'est simplement que je réagissais sur un point de détail, mais sur le fait qu'Hervé Brédif, disons, présentait que la stratégie de la biodiversité donc mondiale, qui va être reprise par l'UICN, propose effectivement de passer à 30% d'aires protégées au niveau mondial. Disons que ces 30% d'aires protégées sont des aires protégées, c'est-à-dire qu'au fond, il y a plusieurs catégories. On a des tas d'aires protégées qui sont des territoires de projet, qui sont des territoires des aires protégées de catégorie 5, 6 de l'UICN, qui sont en fait des espaces de développement durable, typiquement comme l'UNESCO a ses réserves de biosphère, tout ce qui est Initiative Man Biosphère. Donc de ce point de vue, je pense que c'est peut-être, en tout cas, une erreur de les présenter comme une opposition entre humains et comme une sorte d'hégémonie des naturalistes sur les relations, sur l'intégration finalement des hommes dans la nature, ou enfin disons comme une logique de spécialisation des espaces, donc de land sparing. Alors, ce qui est vrai par contre, c'est que dans ces 30%, il est demandé aussi qu'il y ait 10% qui soient laissés en naturalité totale, donc c'est un terme un petit peu ambigu, et là, ça peut poser quelques problèmes. Mais disons que je pense que peut-être qu'il faudrait revenir sur ce point, parce que je crois pas que ça soit véritablement une difficulté. Dire aux gens, au fond, proposer dans un régime international précisément dont vous parliez tout à l'heure, le fait qu'il y ait un certain nombre effectivement de consignes passées aux États pour dire vous devez passer à 30%, et à vous de voir effectivement si vous voulez utiliser les catégories UICN pour en faire des aires protégées catégorie 5, 6, etc., des projets de territoire durable, etc., ça me paraît pas poser un problème. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un peu tiqué sur ce point, moi. Alors peut-être une réponse d'Hervé, et ensuite je poserai une question au professeur Mattei. J'ai peut-être fait des raccourcis, donc bien sûr, je me retrouve tout à fait dans ce que dit Alain. Non, ce que j'ai surtout voulu dire, c'est que le dit diagnostic scientifique
qui est censé se trouver à la base de la stratégie globale, intègre finalement assez peu les relations des humains au vivant, autrement qu'en termes d'impact négatif. Et en ce sens, il y a un hiatus entre dire d'un côté, c'est ce diagnostic scientifique qui se trouve à la base de la stratégie. Un véritable diagnostic qui devrait se trouver à la base de la stratégie serait un diagnostic stratégique et il devrait prendre en compte l'humain. Merci. Donc une question pour M. Mattei, puisque nous sommes intéressés dans ce colloque sur le rapport entre les pratiques et les institutions. Donc nous voyons que cette question de la relation entre le plan global et local pose toute cette question de l'institutionnalisation du commun. Et je voulais poser la question, est-ce que justement le fait d'avoir cette articulation entre global et local introduit une sorte de standardisation, vous voyez, ou d'uniformisation, un risque en tout cas d'avoir une méconnaissance ou un déni de la complexité, de la diversité des dynamiques de commun. I want to answer your question in connection with what Rojo Trujillo said, closing her own discussion. I believe the commons are structurally something that is different both from state sovereignty and from private property. However, they have to find some sort of allied institutional settings in order to survive, because the world today is legalized to a very, very high extent. The process of modernization has been a gigantic machine to transform commons into capital, and therefore use value and exchange value. And the whole legal institutions of modernity, from contract to tort to property to state sovereignty to corporation, serve the fundamental function of such transformation of commons into capital. Today, when we want to have a transformation, we need to actually structure our institutions so that they naturally work in transforming the excesses of capital into commons. And to do that, we need a change in legal interpretation and what I would call a sort of counter-hegemonic use of law. But this counter-hegemony has to happen within institutions that already exist. I don't think we have any hope to protect the commons by using the law in the sense of new legal institution created by parliaments, by governments, and so on and so forth. That is not going to happen. What can happen is that interpretation, diffused interpretation of the law can actually serve to create from bottom up new institutions of the commons. And this is where it's very important what Rojo said before, because all the systems in the Western legal tradition do know this distinction between private law and public law. And within private law, the institutions, the fundamental institution is property. However, property law can be determined in its content by what is called autonomy, autonomie privée in French. Okay, and autonomie privée has certain limits, of course, but is also an extremely powerful way to create legal institutions that, rather than serving for exclusion and for more transformation of commons into capital, can work the other way around. So, for example, institutions such as community land trust in generating new commons in the cities, or things like this sort of servitudes in the interest of future generations, such as the one we are trying to do in Italy against the electronic pollution. These are all institutions of private law that are resistant against changes in the government in power in that particular moment.
when we try to create things like, commons foundations, for example. All these things are very important because governments wax and wane, they change. You can have, certain kind of major of cities that are friendly to the commons and others that are very enemies. But if you can create institutions that acquire the strengths of property rights through the use of private autonomy and make these institutions work in a direction that is desirable for the survival of the long run, then those institutions work against no matter what political power is in party, because they work in a counter-hegemonic use of property and its constitutional protection, which is the very, so to say, taboo of our modernity. Okay? So this is why I believe that the commons can be created through personal autonomy and can be made property rights with a smart use of legal institutions and a smart use of litigation. And I also believe that the fact that they are connected to personal autonomy overcome the problem you're pointing at. So overcomes the general standardization and allows the commons institutions to be very strictly connected with the local needs where the commons actually generate their use value. Thank you very much. Deux questions qui sont adressées à Rocio Trujillo. Donc une première question que je cite ici. Vous insistez sur le point de la personnification juridique des communs environnementaux. Donc, selon vous, la reconnaissance d'une personnalité juridique aux communs environnementaux est-elle non seulement efficace, et puis encore est-elle transposable dans les pays occidentaux, qui sont davantage anthropocentrés? Et, deuxième question, votre présentation met en regard 3 contextes nationaux. Pouvez-vous identifier des facteurs culturels nationaux comme facteurs explicatifs de ces 3 approches, plus particulièrement? Est-il surprenant de voir les propriétaires privés jouer un rôle spécifique dans le contexte nord-américain? Donc, je vais adresser d'abord la première question. Moi, je ne suis pas, et encore moins dans cette intervention, pour la personnification des commandes environnementaux. C'est juste que dans cet égard, El Atrato a été une décision de la Cour constitutionnelle colombienne octroyer la personnalité juridique au fleuve comme vraiment une grande portée symbolique, comme une manière de reconnaître les droits bioculturels des communautés autochtones qui vivent aussi et qui résident autour du fleuve. Donc là, c'était vraiment la première, donc c'est vraiment dans les cadres d'une décision. Et je ne prends pas pour une extension de la personnalité juridique, ni les autres exemples l'utilisent. Mais ça, c'est un exemple précis qui l'utilise. Si je serais pour, dans des contextes plus anthropocentrés, c'est une question que je trouve qu'il faut vraiment faire très, très attention, parce que les résultats de la personnalisation sont très différents selon soit la nature au sens large, des entités des entités ou des milieux plus complexes comme les fleuves, et il y a aussi des interprétations très divergentes sur autant l'efficacité et aussi la possibilité de l'étendre. Donc, moi, je serais là, je préfère me remettre en contexte colombien, et même dans les contextes, je vous ai dit, la personnalité n'a pas donné tout l'effet que la Cour aurait voulu. Donc, c'est vraiment plutôt dans un processus de reconnaissance et de prise en compte de la nature, plus qui est dans toute l'effectivité. Et je trouve que les solutions plus adaptées seront toujours un peu locales. Donc, c'est pour ça que je préfère me limiter dans ces cas pour la personnalité de la personnalisation du fleuve Atrato, plus que la personnification de tout communs environnementaux, que je ne serais pas vraiment pour. La deuxième, c'est effectivement, je pense qu'il y a... Bon, le temps était très court pour développer quel est l'esprit un peu culturel des résidents des 3 fleuves, mais ça a vraiment un lien avec comment les humains ont pris en compte cette appartenance et cette appropriation de leur milieu. Donc, par exemple, moi, personnellement, je pense que la première fois quand j'ai visité, juste avant la pandémie, le Montana, et j'ai pu parler avec des éleveurs, il y avait clairement une différence entre ce que nous avons en tête sur attente d'un propriétaire
et après l'amour et aussi qu'ils peuvent avoir pour leur paysage. Donc, je pense que nous avons l'idée que seulement les communautés autochtones peuvent avoir une appropriation de leur milieu, qu'en réalité, chaque fois que nous appartenons, même pour les communs urbains, nous avons une relation avec notre environnement, qu'eux, ils le font en tant que propriétaires, mais qu'ils aiment leur paysage et ils ont vraiment une valeur pour sa manière de voir la nature qui a aussi joué un rôle, mais qui s'est développée au fur et à mesure. Donc, je ne pense pas qu'exactement les mêmes personnes auraient cet avis il y a 30 ans ou il y a 20 ans, mais aujourd'hui, ça a vraiment un lien avec la présentation d'Alain. Aussi, il y a eu beaucoup de pression sociale. Donc, mon nom, c'est vraiment un rôle, c'est vraiment partie de la communauté, de vraiment faire des stewardship, ou d'avoir vraiment d'être gardien de leur milieu. Je ne sais pas si ça répond assez à votre question. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, je propose de clore là la session en remerciant bien entendu les intervenants, Hugo Mattei, Alain Carsanti, Hervé Brédif et Rocio Trujillo pour la qualité de leur présentation, qui étaient toutes très bien documentées et qui, à mon avis, nous ont bien permis, à travers des cas, des réflexions de traiter de cette question qui nous anime dans ce colloque, et notamment de l'aspect institutionnel, mais aussi l'articulation entre le global et le local pour la question des communs.